L'accouchement inopiné, donc c'est l'acte de mettre au monde un nouveau-né hors d'une maternité. Ça peut survenir avant l'arrivée des secours ou en leur présence. Normalement, l'accouchement survient lors du 9e mois de grossesse, soit entre 37 et 41 semaines révolues d'aménorrhée, d'absence de règles. Avant 30 semaines d'aménorrhée, on parle d'accouchement prématuré. La parturiente, c'est la femme enceinte lorsque le travail a commencé. L'accouchement se déroule en 3 étapes. Le travail. À la fin de la grossesse, l'utérus commence à se contracter, de plus en plus régulièrement et de plus en plus fort. La partie basse de l'utérus commence à s'ouvrir pour pouvoir laisser passer l'enfant. L'ouverture se traduit par la sortie de glaires sanguinolentes, puis d'un liquide clair, c'est la rupture de la poche des os. Elle correspond à la perte du liquide dans lequel baigne le fœtus. Le liquide qui s'écoule est normalement clair. Le travail peut durer de plusieurs minutes à plusieurs heures suivant la personne. Il est habituellement plus rapide chez une femme qui a déjà accouché une ou plusieurs fois. L'expulsion. L'orifice, le col de l'utérus, s'ouvre de plus en plus sous l'effet des contractions. Le fœtus descend vers le vagin, en général la tête la première. Le nouveau-né apparaît alors et progressivement va sortir du corps de la mère. Une fois expulsé, le nouveau-né est toujours relié à la mère par le cordon ombilical. Le nouveau-né peut alors, après section du cordon ombilical, être pris en charge. L'expulsion peut durer plusieurs minutes. L'enfant se présente normalement la tête en avant, la présentation céphalique. Cependant, d'autres présentations sont possibles. Présentation par le siège ou l'épaule, et sont source de complications parfois très graves. Ralentissement de l'accouchement, impossibilité d'accoucher, procidence du cordon ombilical. Troisième étape, la délivrance. Il s'agit de la sortie hors de l'utérus du placenta et du reste du cordon ombilical. Généralement, elle survient 20 à 30 minutes après la sortie du nouveau-né. Les causes d'accouchement inopiné sont multiples, allant de la grossesse mâle ou non suivie à la multiparité. Risques et conséquences. L'accouchement se déroule normalement sans complications, mais il peut parfois entraîner des complications mettant en jeu la vie du fœtus ou de la mère. Les signes d'un accouchement inopénie. Des contractions régulières en fréquence et en intensité peuvent être le signe d'un début de travail. Elles sont en général douloureuses, mais sont aussi perceptibles en posant doucement la main sur le ventre de la mère. Durant la contraction, celui-ci devient très dur puis se relâche. Peu intenses et espacées au début, elles vont devenir de plus en plus fréquentes, rapprochées et douloureuses. La rupture de la poche des os survient secondairement. Le liquide qui s'écoule est normalement clair. Cette rupture peut survenir alors que la mère ne présente aucune contraction utérine. La rupture de la poche des os et l'envie irrépressible que la mère ressent de pousser traduisent généralement un accouchement imminent et le début de la phase d'expulsion. Il en est de même si la tête du nouveau-né apparaît à la vulve. Après l'expulsion, la mère ressent de nouvelles contractions et l'envie de pousser. Ces contractions se traduisent par une expulsion du placenta et de ses annexes, c'est la délivrance. Principe de votre action de secours, permettre tout d'abord de réaliser un bilan, complété par des éléments spécifiques de l'accouchement pour permettre au médecin d'évaluer l'imminence de l'accouchement et les risques de ce dernier. Assister la future maman pendant l'accouchement lorsqu'il n'est plus possible de la transporter à l'hôpital. Assurer une prise en charge et une surveillance attentive de la mère et prendre en charge un nouveau-né à la naissance. D'abord, si l'accouchement n'a pas encore eu lieu, il faut installer la femme enceinte sur le côté et ne pas la mettre à plat dos. Réaliser un bilan de la femme enceinte. Au cours du 4e regard, à l'interrogatoire, en interrogeant donc la femme enceinte et son entourage, ou en regardant le carnet de maternité, il faut recueillir le suivi ou non de la grossesse, le nombre d'accouchements déjà réalisés et leur déroulement, la date et le lieu prévu de l'accouchement, s'il s'agit d'une grossesse simple ou multiple et son déroulement, le type d'accouchement prévu, voie basse ou césarienne, et la nature de la présentation, tête, siège, épaule, l'heure du début des contractions, douleur régulière, la durée des contractions et l'intervalle entre deux contractions. Si la parturiente a perdu les os, l'heure de cette perte et la couleur du liquide, transparent, trouble, sanglant. Demandez un avis médical en transmettant le bilan. Le transport de la femme enceinte peut être réalisé après avis médical. Il convient de relever et installer la victime sur un brancard, allongé sur le côté et ceinturé, transporter la victime en milieu hospitalier, surveiller la victime durant le transport. Si le transport de la femme enceinte ne peut pas être réalisé après avis médical, l'accouchement doit être réalisé sur place. Il convient alors de préparer le matériel nécessaire à l'accouchement et à l'accueil du nouveau-né. Serviette de bain propre et sèche, récipient pour recueillir les liquides corporels et le placenta, avoir à portée de main le matériel nécessaire et à une éventuelle réanimation du nouveau-né, bouteille d'oxygène, insufflateur manuel pédiatrique, aspirateur de mucosité avec une sonde adaptée au nouveau-né et oxymètre de pouls. Mettre des gants à usage unique et se protéger contre le risque de projection des liquides,
masque, lunettes de protection. Installer la parturiente dans la position qui lui convient le mieux, demi-assise, sur le côté, bord du lit, etc. Avant de rentrer dans les détails de la conduite à tenir, je vais revenir sur le matériel que je vais utiliser dans cette vidéo et je vais vous le présenter. Tout d'abord, je vais utiliser une bouteille d'oxygène et j'ai également un insufflateur manuel néonatal avec un masque au bout. J'ai des gants, pour moi c'est en XL. J'ai un kit accouchement pour le nouveau-né et pour la maman. Ça, on va le voir juste après. J'ai également une attelle à membres qui va me servir pour pouvoir poser et transporter le nouveau-né. J'ai ici un aspirateur à mucosité électrique qui est réglable, donc je ne vais pas le mettre trop fort étant donné que c'est un nouveau-né. J'ai ici également la parturiente, donc la dame qui est sur le point d'accoucher. Et ici, j'ai le nouveau-né. Alors maintenant, je vous propose d'ouvrir l'intérieur de ce kit. Alors j'ai ici un kit pour la mère et ici un kit pour le nouveau-né. Et j'ai également un kit pour moi-même. Alors j'ai des lunettes, des gants, mais ça j'en ai déjà, et des masques FFP2. J'ai aussi un ciseau pour le cordon. Ici, j'ai une blouse pour me protéger. Donc ça, c'est le matériel pour moi. Ensuite, le kit pour le nouveau-né. Alors j'ai un masque moyenne concentration, un masque simple pédiatrique. J'ai un petit bracelet d'identification, rose ou bleu. Ici, du sérum physiologique. Et je vais le compléter avec de la chlorhexidrine. J'ai des compresses. Ici, j'ai 2 clampes. Ce sont des sortes de pinces à linge qui vont venir se poser sur le cordon ombilical. Un petit bonnet, très mignon. Ici, c'est un stop vide. J'ai également ici une canule de Guédel ou oropharyngée pour les nouveau-nés. J'ai un raccord biconique, mais on ne va pas forcément s'en servir vu qu'on a un stop vide. Et là, j'ai une sonde d'aspiration pédiatrique. Voilà donc pour le nouveau-né. Et maintenant, je vous propose de nous intéresser au matériel pour la maman. Alors, voilà ce que j'ai pour la mère. Déjà, une petite feuille avec des rappels sur le score de Malinas. J'ai un pansement gynécologique, une couverture de survie, un masque haute concentration et j'ai également des lingettes pour nettoyer la vulve. Réaliser l'accouchement. Pour cela, demandez à la parturiente d'attraper ses cuisses avec ses mains et d'hyperfléchir ses cuisses sur l'abdomen. Lorsqu'elle ressent un besoin irrépressible de pousser ou si le haut du crâne du nouveau-né commence à apparaître à la vulve. Lui demander de pousser vers le bas en retenant sa respiration dès qu'elle ressent la contraction et si possible jusqu'au maximum de la contraction. Faire reposer les jambes à la fin de la contraction utérine. Recommencer la même manœuvre jusqu'à l'apparition de la moitié de la tête du nouveau-né. Dès lors que la moitié de la tête du nouveau-né est apparue, cessez alors de faire pousser la parturiente. Laissez se terminer l'expulsion naturellement tout en ralentissant la sortie de la tête, en la maintenant d'une main afin d'éviter les déchirures du périnée. Accompagnez progressivement la sortie spontanée du nouveau-né. Pour cela, maintenir la tête du nouveau-né avec les 2 mains sans s'opposer à sa rotation au cours de sa descente. Généralement, la tête regarde vers le bas, puis effectue une rotation d'un quart de tour sur la droite ou de la gauche au cours de sa sortie. Une fois la tête totalement sortie, vérifiez la présence ou non d'un circulaire du cordon autour du cou du nouveau-né. En présence d'une circulaire du cordon, procédez à son dégagement. Bien maintenir l'enfant après avoir procédé au dégagement du cordon, car le plus souvent, la sortie du nouveau-né est très rapide. Soutenir le corps du nouveau-né avec les mains, placées sous lui au cours de sa sortie. Le nouveau-né, recouvert de liquide amniotique et du sang de sa mère, est particulièrement glissant et doit être maintenu fermement. Ne jamais tirer sur l'enfant. Notez l'heure de naissance. Assurez la prise en charge du nouveau-né. Surveillez la mère jusqu'à la délivrance. Réalisez simultanément un bilan complet de la mère et du nouveau-né. Si l'accouchement est déjà réalisé, réalisez simultanément un bilan complet de la mère et du nouveau-né. Demandez un avis médical en transmettant les 2 bilans et appliquez les consignes reçues. Prendre en charge le nouveau-né. En l'absence d'équipe médicale, surveillez la mère et l'assister pendant la délivrance. La délivrance. La délivrance se fait chez une femme après l'accouchement et le plus souvent en présence d'une équipe médicale. Toutefois, en son absence, il faut réaliser les actions suivantes. Laisser sortir le placenta sans tirer dessus ni sur le cordon ombilical. Recueillir le placenta dans une cuvette ou un sac plastique une fois expulsé.
L'acheminer avec la mère à l'hôpital pour vérifier son intégrité. S'assurer de l'absence d'hémorragie extériorisée. Une hémorragie secondaire gravissime peut survenir après la délivrance. En présence de celle-ci, appliquer la conduite à tenir adaptée. Placer un pansement absorbant et surveiller la mère. Soins au cordon ombilical. Le clampage et la section du cordon ombilical doivent être réalisés après la naissance, après la première minute de vie, parfois pendant l'accouchement en cas de circulaire serré du cordon, le cordon entourant le cou du bébé. Le clampage du cordon ombilical facilite le déclenchement des mécanismes d'adaptation, circulation et respiration du nouveau-né qui lui permettent de passer de la vie intra-utérine à la vie extra-utérine. La section du cordon facilite la prise en charge du nouveau-né et de sa mère. Réanimation éventuelle du nouveau-né, soins à la mère et prévention de l'hypothermie. En présence d'une circulaire du cordon, la section du cordon permet l'expulsion du nouveau-né. Matériel. La section du cordon nécessite des compresses stériles, 2 clampes de barre, une paire de ciseaux stériles. Réalisation. Il s'agit de clamper le cordon en 2 points du cordon ombilical et de sectionner celui-ci entre les 2 clampes. Changer les gants utilisés lors de l'accouchement et s'équiper de gants et de lunettes ou visière oculaire de protection. Essuyer le cordon avec une compresse sur la zone prévue de positionnement des clampes. Poser le premier clamp à environ 10 à 15 cm de l'ombilic et le verrouiller. Pincer le cordon avec une compresse stérile pour le vider de son sang en partant du premier clamp sur environ 3 à 5 cm. Cela évitera les projections de sang au moment de la section du cordon. Placer le second clamp sur le cordon toujours pincé et le verrouiller. Couper le cordon entre les clamps. Recouvrir le cordon et le clamp relié au nouveau-né d'une compresse stérile. Cas particulier. Circulaire du cordon impossible à libérer. Les 2 clamps sont positionnés plus près l'un de l'autre en s'adaptant à la situation et la section se fait prudemment, les doigts du secouriste étant en protection entre le cordon et le nouveau-né afin de ne pas le blesser. Nouveau-né en détresse. L'urgence à réanimer le nouveau-né impose une rapidité d'action et permet de s'affranchir de l'étape désinfection du cordon en mettant seulement des gants propres. L'expulsion a eu lieu et le cordon a été rompu avant l'arrivée des secours. Poser un clamp sur la partie du cordon relié au nouveau-né et un autre clamp sur la partie qui reste reliée à la mère, après avoir désinfecté la zone de pose. Risques et contraintes. On ne doit jamais tirer sur le cordon. Le positionnement du premier clamp doit être suffisamment loin de l'ombilic pour ne pas pincer une partie d'intestin. On ne peut sectionner qu'entre les 2 clamps. Évaluation. Il ne doit pas y avoir de saignement après la section. Prise en charge du nouveau-né à la naissance. Poser le nouveau-né sur le ventre de sa mère et sur le côté, peau contre peau, la tête bien dégagée. Mettre une paire de gants à usage unique propre. Examiner le nouveau-né en appréciant son cri ou sa respiration, son tonus, mouvement spontané des membres. Nota bene, l'existence d'une pâleur doit alerter les secours et être indiquée lors de la transmission du bilan. Si le nouveau-né est en bonne santé, alors il présente une respiration et un cri vigoureux, un tonus vif. Clamper le cordon au minimum après 1 minute de vie. Une fois clampé, il est possible ensuite de couper le cordon. Protéger le nouveau-né contre le froid. Pour cela, sécher par tamponnement la peau et la tête du bébé à l'aide d'une serviette propre, sèche et tiède. Protéger le nouveau-né des courants d'air et du froid en l'enveloppant. Envelopper la tête et le corps du nouveau-né, à l'exception de la face, dans des serviettes ou des vêtements secs et chauds, ou le glisser dans un sac en polyéthylène. Si possible, couvrir sa tête à l'aide d'un bonnet. Couvrir la mère. Surveiller le nouveau-né. Lors de son transport, le nouveau-né doit être placé dans un système fermé et fixé, incubateur, lit auto. Le nouveau-né n'est pas en bonne santé. Si le nouveau-né n'est pas en bonne santé, c'est-à-dire qu'il ne respire pas ou ne présente pas de cris, qu'il présente une respiration anormale ou qu'il est hypotonique,
Et bien dans ce cas, il convient de demander en urgence un avis médical tout en débutant les manœuvres de réanimation pour permettre au nouveau-né de respirer. Au cas où mon nouveau-né serait en détresse à la naissance, j'ai préparé sur une autre table pas mal de matériel pour pouvoir être prêt à faire mes insufflations et éventuellement ma RCP. Alors regardez, ici à gauche, j'ai mis une bouteille d'oxygène et également un masque et un insufflateur manuel néonatal. Ici, j'ai mis tout d'abord une couverture bactériostatique pour éviter l'hypothermie, un champ stérile et un drap à usage unique pour pouvoir sécher et nettoyer ma victime. Ici, là, j'ai un aspirateur à mucosité avec une sonde néonate. Ici, un stop vide. Donc je vais d'ailleurs tout de suite préparer mon matériel. Donc je vais ouvrir là la partie supérieure de l'emballage. Je vais raccorder le stop vide, puis à la tubulure. Et je vais également mettre sur le minimum mon aspirateur à mucosité. Là, j'ai une bande. Ça va me servir comme petit billot pour mettre derrière les épaules du nouveau-né pour garantir une LVA efficace. J'ai quelques compresses et également une boîte de gants. Donc au cas où mon nouveau-né serait en détresse à sa naissance, et bien là je suis prêt à pouvoir agir rapidement. Clamper le cordon dès que possible. Une fois clampé, il est possible ensuite de couper le cordon. Placez le nouveau-né sur une surface plane recouverte d'un linge propre pour l'isoler du froid après avoir clampé le cordon ombilical. Libérez ses voies aériennes en plaçant sa tête en position neutre et si nécessaire en aspirant prudemment sa bouche puis ses narines. Si son état est inchangé, réalisez 40 insufflations à l'air en 1 minute. Si le thorax ne se soulève pas après les 5 premières insufflations, vérifiez la liberté des voies aériennes et l'étanchéité du masque. Si vous êtes doté d'un appareil de mesure de la fréquence cardiaque pour le nouveau-né, le mettre en fonction. SpO2, monitoring. Si l'état du nouveau-né reste inchangé, réalisez une réanimation cardio-pulmonaire avec apport complémentaire d'oxygène et sans pause de défibrillateur. Le rythme de la RCP est de 3 compressions à une fréquence instantanée de 120 par minute pour une insufflation. Réévaluez l'état du nouveau-né toutes les minutes et adaptez la conduite à tenir. Si l'état du nouveau-né s'améliore. S'il s'améliore, que l'enfant crie, respire et s'agite, assurez une surveillance étroite de la respiration. En cas de doute, reprendre la réanimation cardio-pulmonaire. Conduite à tenir en fonction de la fréquence cardiaque. Si vous pouvez mesurer la fréquence cardiaque, alors suivez la procédure suivante. En dessous de 60 battements par minute, réalisez une RCP avec un apport complémentaire d'oxygène et sans pause du DAE. Le rythme de la RCP est de 3 compressions à une fréquence instantanée de 120 par minute pour une insufflation. Entre 60 et 100 battements par minute, réalisez des insufflations à l'air sans compression thoracique. Réévaluez la fréquence cardiaque toutes les minutes pour adapter la conduite à tenir. Au-delà de 100 battements par minute, surveillez étroitement le nouveau-né.